Tu sais, on croit souvent que ceux qui rampent ne peuvent pas courir. Qu'un fauteuil, ou 4 pattes cassées, ça te fout hors course. Mais ce qu'on oublie, c'est que ceux qu'on laisse derrière, finissent parfois par montrer le chemin. Ce jour-là, il pleuvait comme si le ciel avait décidé de pleurer pour tous ceux qui ne le faisaient plus. Jules était là, immobile, dans son fauteuil, au bord du chemin forestier. Les roues s'enfonçaient un peu dans la terre humide, et ses doigts étaient gelés sur les pneus. Il n'aimait pas demander de l'aide. Pas même pour remonter la pente. Et aujourd'hui, il avait décidé de venir seul. Personne ne savait. Pas même sa mère. Il avait quitté la maison avant l'aube, glissé dehors comme un voleur. Il en avait marre de tourner en rond dans le salon, à regarder le plafond comme si un miracle allait tomber d'un jour à l'autre. 3 ans qu'il ne marchait plus. 3 ans que tout le monde évitait de le regarder trop longtemps dans les yeux, comme si le fauteuil allait leur sauter dessus et les contaminer. Même son père avait fini par ne plus dire grand-chose, à part « T'as besoin de quelque chose », sans jamais attendre la réponse. Jules, lui, avait besoin d'air. D'un peu de silence. Ou peut-être de rage. Il ne savait plus trop. Alors il était venu ici, dans ce bout de forêt au bout du village, là où personne ne va sauf ceux qui veulent fuir. Et c'est là qu'il l'a vu. D'abord, il a cru que c'était un sac. Un vieux tas de chiffons mouillés. Mais quand il s'est approché, le tas a bougé. Lentement. Très lentement. Un frisson a parcouru l'échine de Jules. Il a cligné des yeux. Et il l'a vu. Un chien. Pas un de ces chiens mignons et joyeux qu'on promène au parc. Non. Celui-là était maigre, trempé, couvert de boue et de feuilles mortes. Un genre de bâtard, grand, les côtes apparentes, la gueule basse. Mais ce n'est pas ça qui a figé Jules. C'étaient ses pattes arrière. Tordues. Immobiles. Comme mortes. Le chien traînait son corps sur le sol avec ses 2 pattes avant. Et il regardait Jules. Droit dans les yeux. Pas un regard de pitié. Pas un regard de peur. Un regard qui disait, moi non plus, je ne rentre plus dans le moule. Jules a respiré fort. Il ne savait pas quoi faire. Il aurait pu partir. Faire demi-tour. Ce n'était pas son problème. Il avait déjà assez de merde à gérer. Mais il est resté là. À le regarder. Et puis il a murmuré, toi aussi, hein. Le chien a cligné lentement des yeux. Et il a rampé vers lui. 1 mètre. Puis 2. Puis il s'est arrêté, la langue pendante, le souffle court. Jules n'a pas réfléchi. Il a enlevé sa veste et l'a tendue. Le chien a posé sa tête dessus comme s'il comprenait. Comme s'il disait, merci. Ils sont restés là, tous les deux, sous la pluie. Pas un mot. Pas un bruit. Juste 2 corps cassés, 2 cœurs en vrac, réunis par quelque chose que les autres ne verraient jamais. Quand Jules est rentré à la maison, il avait le chien sur les genoux. Un gros machin trempé qui pesait 1 tonne. Il avait fait tout le chemin avec lui, les bras en feu, les roues bloquées par la boue. Mais il s'en fichait. Pour une fois, il se sentait utile. Vivant. Sa mère a failli hurler en le voyant. Jules. Mais qu'est-ce que c'est que ce chien? Il était dans les bois. Il est blessé. Il peut pas marcher. Mais on peut pas le garder. Tu sais bien qu'on peut à peine s'occuper de nous, alors un chien en plus. C'est pas un chien. C'est moi. Le silence est tombé. Sec. Brutal. Comme une gifle. Elle l'a regardé. Longtemps. Et dans ses yeux, il a vu la fatigue. L'incompréhension. La peur aussi. Pas du chien. Mais de ce que ça voulait dire. De ce que ça réveillait. Finalement, elle a soupiré. Un long souffle, usé, triste. Bon. Mets-le dans le garage. On verra demain. Cette nuit-là, Jules n'a presque pas dormi. Il pensait au chien. À ses yeux. À ses pattes qui ne répondaient plus. Il repensait à son propre accident. À cette voiture. À ce bruit. À ce silence après. Et à tout ce qui avait suivi,
l'hôpital, la rééducation, les regards gênés, les fauteuils roulants, les portes trop étroites, les rêves trop larges. Et il s'est dit que peut-être, ce chien comprenait. Le lendemain, il s'est levé tôt. Il a roulé jusqu'au garage. Le chien était là. Il avait levé la tête en entendant les roues. Il avait tenté de se lever. Puis il s'était effondré. Tranquille, gros. T'es pas obligé de faire semblant. Jules a posé un vieux coussin sous lui. Il a cherché une gamelle. De l'eau. Un peu de jambon. Le chien a mangé comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Puis il a posé sa tête sur les genoux de Jules. Et il a soupiré. Moi non plus j'ai plus envie de lutter, tu sais. Il ne savait pas pourquoi il parlait au chien. Peut-être parce qu'il écoutait. Ou qu'il ne coupait pas la parole. Ou qu'il ne posait pas de questions. À midi, son père est passé. C'est quoi ça? Un chien. Il est foutu. Comme moi. Le père a baissé les yeux. Il n'a rien dit. Il est reparti. Et Jules a senti une boule au ventre. De la colère. De la tristesse. Il ne savait plus. Il en avait marre qu'on évite les choses. Qu'on prétende. Ce chien, lui, il ne prétendait rien. Il était là, cassé, mais vivant. Jules a décidé de l'appeler Tempo. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils allaient devoir réapprendre à marcher, chacun à leur rythme. Il a commencé à bricoler. À chercher sur Internet. À fouiller les forums. Il a vu des vidéos de chiens avec des chariots, des roues à l'arrière. Des trucs faits maison. Il s'est dit, pourquoi pas lui? Il a demandé à son oncle, qui bossait dans un garage. Ils ont bidouillé un chariot avec 2 roulettes, des sangles, une vieille planche. Tempo s'est débattu la première fois. Il a paniqué. Il a grogné. Puis, doucement, il a compris. Et il a avancé. 1 pas. Puis 2. Jules a pleuré. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il voyait en Tempo ce qu'il ne s'autorisait plus à espérer pour lui-même. Une seconde chance. Le jour où Tempo a fait ses premiers mètres sur roulette, Jules a compris quelque chose de fondamental, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais le fait d'avancer. Même si c'est lent, même si c'est bancal. Même si t'as peur. Tempo n'allait pas vite. Il traînait un peu sa carcasse, hésitait à chaque pas. Mais il tenait debout. Il bougeait. Et surtout, il avait relevé la tête. C'était la première fois que Jules le voyait comme ça, fier. Pas guéri, non. Juste, droit. Debout dans sa différence. Ça, pour Jules, c'était plus qu'un symbole. C'était un miroir. Le chariot bricolé grinçait un peu, les roues n'étaient pas bien alignées, mais ça tenait. Et Jules riait. Un rire qu'il n'avait pas sorti depuis des mois. Il en avait mal au ventre, et Tempo, tout perdu, le regardait avec ses yeux de chien usé, comme s'il demandait « Qu'est-ce que j'ai fait de drôle ?» T'inquiète pas, vieux. C'est juste moi qui dégèle. Ils ont fait quelques mètres dans l'allée. Jules en fauteuil, Tempo en chariot. 2 éclopés qui ne demandaient rien à personne, et qui, soudainement, avaient trouvé un sens au mouvement. Mais ce moment-là, il n'a pas duré. Parce que très vite, les voisins ont commencé à parler. Le premier, c'était Monsieur Laurent, celui du pavillon jaune, un peu plus haut dans la rue. Il avait vu Jules et Tempo à travers la haie. Ton chien, là. Il est malade? Il est pas dangereux, j'espère. Il est paralysé, pas enragé, a répondu Jules, sèchement. Mouais. C'est pas très propre, tout ça. Et le vieux s'en était allé en secouant la tête. Ensuite, c'étaient 2 adolescentes qui passaient à vélo. Il est chelou, ton chien. On dirait un robot. Elles avaient éclaté de rire. Jules n'avait rien dit. Pas parce qu'il avait peur. Mais parce qu'il savait que répondre ne changerait rien. Il avait appris à encaisser. Depuis l'accident, c'était presque devenu un sport. Le problème, c'est qu'il avait mal pour Tempo. Lui, il n'avait rien demandé. Il voulait juste vivre. À la maison,
l'ambiance n'était pas meilleure. Sa mère soupirait chaque fois qu'elle passait devant le garage. Son père ne disait rien. Il faisait exprès d'ignorer le chien, comme s'il allait disparaître. Une fois, il avait dit à table, le ton sec. « Tu comptes faire quoi avec ce chien ? C'est pas un projet, c'est une charge. » Et Jules, sans lever les yeux de son assiette, avait répondu. « Moi aussi je suis une charge, non ? » Silence. Puis le bruit d'une fourchette qu'on repose un peu trop fort. « C'est pas pareil », avait murmuré sa mère. Mais pour Jules, si. C'était exactement pareil. Tempo, c'était lui. Lui, avec des poils, des yeux tristes, et des rots à la place des jambes. Il passait de plus en plus de temps avec lui. Il le lavait, le brossait, lui fabriquait des harnais plus confortables. Il avait même cousu un petit manteau avec un vieux pull pour les matins froids. Tempo n'aimait pas trop au début, puis il s'y était fait. Il savait que c'était fait avec amour. Un après-midi, Jules a voulu aller plus loin. Il a embarqué Tempo jusqu'au parc du village, à 2 kilomètres de là. Il a galéré, bien sûr. Les trottoirs cassés, les pentes, les passages étroits, mais il l'a fait. Et quand il est arrivé, il s'est garé près de l'étang, là où personne ne venait à cette heure. Tempo reniflait partout, curieux, tremblant un peu d'excitation. Il glissait parfois, ses roues coinçaient dans les cailloux, mais il ne s'arrêtait pas. Et Jules, pour la première fois depuis des années, s'est senti libre. Ils sont restés là une bonne heure. Juste à regarder l'eau, à écouter le vent dans les feuilles, et à ne rien dire. Le genre de silence qui apaise. Puis une voix est arrivée derrière eux. « C'est ton chien ?» Jules s'est retourné. Un garçon, un peu plus âgé que lui. 15, 16 ans peut-être. Casquette vissée sur la tête, sac de sport en bandoulière. « Ouais », a répondu Jules, méfiant. « Il est cool. Il a un sacré look. Tu trouves pas qu'il fait pitié ? » Non. Il a l'air d'en avoir vu plus que beaucoup d'adultes. Le ton était neutre. Pas moqueur. Juste, sincère. Et Jules ne savait pas quoi répondre. Le garçon s'est approché un peu. « Moi c'est Samy. Je fais du dessin. T'as l'air d'avoir une sacrée histoire à raconter. » Et comme ça, d'un coup, Jules a souri. Pas parce qu'on lui parlait, mais parce qu'on regardait Tempo autrement. Pas comme un problème. Comme un personnage. Un être. Quelqu'un. Ils ont parlé un moment. De Tempo, du fauteuil, des galères. Samy ne posait pas de questions intrusives. Il écoutait. Vraiment. Et ça, c'était rare. Avant de partir, il a sorti un carnet de son sac. « Je peux le dessiner ? Tempo ? Si t'arrives à le faire tenir sans qu'il te tourne le dos, je te paie une bière. » Enfin, une grenadine. Ils ont ri. Et Samy a dessiné. À la main, vite, à l'instinct. Un croquis au crayon, presque vivant. Tempo en profil, le regard doux, les roues un peu de travers. Jules l'a regardé, les yeux brillants. « Tu me le donnes ? Je t'en referai un propre. Mais celui-là, ouais, garde-le. Il a l'air de tenir à toi. » Sur le chemin du retour, Jules tenait le dessin sur ses genoux, Tempo trottinant comme il pouvait à côté. C'était pas une journée comme les autres. C'était une journée où il n'avait pas eu honte. Une journée où quelqu'un avait vu ce qu'il voyait. Ce soir-là, il a accroché le croquis au mur de sa chambre, juste au-dessus de son bureau. Et il a pensé à un truc fou. Il s'est dit, et si Tempo devenait plus qu'un chien ? Et si on racontait son histoire ? Pas pour lui. Pour les autres. Pour ceux qui rampent, qui roulent, qui sont ignorés, qu'on moque, qu'on jette. Pour montrer qu'on peut être cassé et beau à la fois. Et c'est là que l'idée est née. Un blog. Créer un blog n'était pas compliqué. Jules avait passé des nuits à scroller des forums, des chaînes, des comptes TikTok ou Insta de gens comme lui. Des gens cabossés, brisés, en colère ou drôles, qui avaient décidé de transformer leur douleur en récit. Alors un soir, après avoir changé les pansements de Tempo et rangé les outils dans le garage, il a ouvert son ordi et s'est lancé.
Nom du blog, 2 roues, 4 pattes. Pas besoin d'en faire trop. Juste ce qu'il fallait pour que les gens comprennent qu'ils allaient suivre 2 êtres qui n'avaient pas demandé à tomber, mais qui avaient décidé de se relever ensemble. Jules a écrit son premier article sans trop réfléchir. Pas de phrases alambiquées, pas de grands plans. Il a écrit comme il parle. Avec ses tripes. Il a raconté comment il avait trouvé Tempo dans les bois. Comment il s'était reconnu dans ses yeux. Comment ils avaient construit ce chariot qui grince, mais qui donne une chance. Il a fini le post par une phrase simple. On roule pas vite, mais on roule ensemble. Et c'est déjà pas mal. Il ne s'attendait pas à ce que ça explose. Il s'est dit que, peut-être, 1 ou 2 personnes liraient. Peut-être Samy. Peut-être un inconnu. Et ça suffirait. Mais en 3 jours, le post a fait le tour de plusieurs groupes sur les réseaux. Des assos l'ont partagé. Une fille en Belgique a envoyé un message. J'ai un lapin amputé, merci de me faire sentir moins seule. Un mec en fauteuil à Toulouse a commenté, ton chien est plus badass que tous mes potes réunis. Et puis il y a eu cette mère, qui a écrit. Mon fils ne veut plus aller à l'école depuis son accident. Il vient de lire ton texte. Il m'a demandé un fauteuil comme le tien, et un chien comme Tempo. Jules en est resté là, figé, les mains suspendues au-dessus du clavier. Il ne s'était jamais senti utile avant. Il ne pensait pas pouvoir inspirer qui que ce soit. Mais là, dans ce message, il y avait quelque chose d'inattendu. De profond. Quelqu'un s'était reconnu en lui. Il a tourné la tête. Tempo dormait, roulé en boule, la respiration lente et paisible. Il lui a murmuré, t'as vu, gros? On est devenus des exemples. Faut qu'on assure maintenant. À partir de ce jour-là, le blog est devenu leur journal de bord. Chaque jour, ou presque, Jules écrivait. Des petits bouts de vie. Une promenade foireuse, un gamin qui avait voulu caresser Tempo sans demander, une roue du fauteuil qui avait lâché dans un supermarché, une voisine qui leur avait donné des friandises. Tout devenait matière à raconter. Et Tempo devenait un personnage. Avec ses humeurs, ses petites victoires, ses rechutes. Un héros bancal, mais terriblement vivant. Mais plus il écrivait, plus des choses enfouies remontaient. Des douleurs. Des colères. Des silences. Un soir, il a posté un texte plus sombre. Il a parlé de l'accident. Pas dans les détails. Juste assez pour qu'on sente la fissure. Il a raconté comment c'était, ce moment précis où tout bascule. La lumière blanche. Le bruit sourd. Et après, le néant. Le réveil, les jambes mortes, la voix de la mère qui tremble, le regard du père qui fuit. Il a écrit. On ne vous dit jamais que perdre ses jambes, c'est aussi perdre le regard des autres. Vous ne marchez plus, donc vous ne grandissez plus à leurs yeux. Vous devenez un meuble. Un fardeau. Un courage, mon grand. Mais pas un gars. Plus un ado. Encore moins un homme. Ce texte-là, il a explosé. Les commentaires ont afflué. Des gens ont pleuré. Partagé. Raconté leur propre douleur. Des profs ont dit qu'ils allaient le faire lire à leurs élèves. Et Jules a paniqué. Il s'est dit, merde. Je suis pas prêt pour ça. Mais Tempo était là. Comme toujours. Silencieux. Présent. Sa façon à lui de dire, on est deux. Je te lâche pas. Le blog n'a pas tout réglé. À la maison, rien n'avait vraiment changé. Son père ne lisait pas ce qu'il écrivait. Sa mère, peut-être, mais elle n'en parlait pas. C'était leur manière d'éviter. De faire semblant que tout allait bien. Mais Jules, lui, sentait qu'un truc bougeait. En lui. Autour de lui. Et un jour, Samy est revenu. J'ai une idée, il a dit. Il faut qu'on fasse un carnet. Un quoi? Un recueil. Les textes. Les dessins. Tempo. Toi. Tout ça. Pour les autres. Pour les écoles, les assos, les gens qui ont besoin de vous lire. Jules a ri. C'est un chien paralysé, Samy. Pas une mascotte.
C'est un survivant. Et toi aussi. Et les survivants, on a besoin de les entendre. Il a réfléchi. Longtemps. Et il a dit oui. Au début, Jules ne pensait pas que ça allait aller si loin. Il croyait que c'était juste quelques textes sur un blog, quelques dessins de Samy, et basta. Mais ce fichu carnet. Il a pris une vie à lui tout seul. Ils ont commencé simple. Samy a imprimé les premiers textes sur son imprimante chez lui, ajouté quelques croquis, relié le tout avec une ficelle. Et ils l'ont présenté à l'assaut du quartier. Juste comme ça, pour voir. La dame de l'association, Mireille, l'a feuilleté en silence, les sourcils froncés. Jules se disait qu'elle n'aimait pas. Qu'elle allait dire que c'était trop brut, trop triste, trop pas pour les enfants. Mais non. Elle a juste soufflé. C'est magnifique. Vous savez ce que vous venez de faire ? Jules a haussé les épaules. On a raconté notre vie. Non. Vous avez donné une voix à tous ceux qui n'en ont pas. Et c'est parti de là. L'asso a commandé 20 exemplaires. Puis une autre structure à la ville voisine. Puis une école. Puis 2. Samy ne savait plus où donner de la tête. Il bricolait des couvertures la nuit, sa mère râlait parce qu'il avait foutu de la colle sur la nappe, mais il s'en foutait. Jules, lui, écrivait de plus en plus. Il ne se censurait plus. Il balançait ce qu'il avait sur le cœur. Ses galères avec les rampes, les regards déplacés, le prof de sport qui l'ignorait, les potes d'avant qui avaient disparu après l'accident. Et surtout, il parlait de Tempo. Toujours Tempo. Le chien qui ne se plaignait jamais. Qui tombait parfois, mais qui essayait toujours de se relever. Le chien qui attirait les mômes comme un aimant, qui faisait rire les vieux dans le parc, qui devenait une sorte de symbole sans le savoir. Mais voilà, à force d'être visibles, ils ont commencé à gêner. Un jour, en sortant du collège où ils avaient été invités à parler de handicap, ils ont trouvé un mot accroché au chariot de Tempo. Un petit papier plié en 4, écrit à la main. Les animaux malades, c'est pas de la pédagogie. C'est du malaise. Jules n'a rien dit. Il l'a froissé, jeté à la poubelle. Mais quelque chose en lui s'est fissuré. Il pensait que raconter, c'était faire avancer les choses. Il ne pensait pas que ça allait réveiller autant de violence cachée. Quelques jours plus tard, un homme dans la rue leur a lancé. Vous avez pas honte de vous exhiber comme ça ? C'est pas un zoo, la ville. Jules est resté figé. Samy a voulu répondre, mais Jules l'a arrêté d'un geste. Pas besoin. Il avait compris. La visibilité, c'est une arme à double tranchant. Elle éclaire ce qui était dans l'ombre, mais ça dérange ceux qui aiment que ça reste caché. Le soir, il a posté un texte court. Juste quelques lignes. On dérange ? Tant mieux. Le silence, lui, n'a jamais changé le monde. Le message a été partagé plus de 20 000 fois. Et là, ça a explosé. Une journaliste d'un gros site d'actualité les a contactés. Puis une émission locale. Puis une boîte d'édition indépendante. Samy en revenait pas. Jules, lui, oscillait entre fierté et panique. Il avait peur qu'on trahisse l'histoire. Qu'on en fasse un truc lisse, marqueté, digeste. Mais l'éditeur était différent. Il voulait garder la voix brute, authentique. Il a proposé un tirage limité, 500 exemplaires, avec leurs dessins, leurs textes, et des photos de Tempo. Une vraie reconnaissance. Une claque aussi. Mais le jour où l'info est parue dans le journal du coin, son père a lâché son journal, les lèvres serrées. Il a regardé Jules droit dans les yeux. Tu racontes notre vie à des inconnus, maintenant ? Jules a répondu calmement. Je raconte ma vie. Et celle de Tempo. Si ça te gêne, c'est peut-être qu'on n'a jamais eu cette conversation. Son père a voulu répondre. Il s'est levé. Puis il s'est rassis. Et il a dit, sans colère, presque fatigué. C'est juste, j'aurais préféré que tu t'effaces. Que tu sois discret. Comme moi, j'ai appris à l'être. Et là, Jules a compris. Il ne s'agissait pas de honte. Mais de peur.
La peur d'exister trop fort, dans un monde qui punit ceux qui ne rentrent pas dans la case. Mais lui, Jules, il ne voulait plus se plier. Il avait tempo. Il avait des mots. Il avait des roues. Il avait trouvé sa voie. Et il comptait bien l'utiliser. Le livre est sorti un lundi. Pas de grande conférence de presse, pas de tapis rouge. Juste une pile de cartons au local de l'association, des exemplaires que Samy a déballés comme s'il ouvrait un trésor, et Jules qui est resté planté là, un peu con, à regarder leur histoire imprimée, reliée, palpable. T'as vu? C'est réel, mec, a murmuré Samy. Jules a hoché la tête. Il avait un nœud dans la gorge. Il n'aurait jamais cru que ces mots iraient aussi loin. Lui, le garçon que personne ne regardait plus vraiment depuis l'accident. Lui, le dommage, le pauvre, le si jeune et déjà dans un fauteuil. Il a caressé la couverture. Tempo y figurait, évidemment. De profil, avec son harnais un peu tordu, la tête fière. Une photo prise un matin d'hiver, quand la lumière faisait briller les roues comme de l'argent. Le jour même, plusieurs librairies locales ont accepté de mettre le livre en vitrine. Des petites, tenues par des gens qui lisaient encore avec le cœur, pas juste avec les chiffres. Et très vite, les choses se sont emballées. Le téléphone de Samy sonnait tout le temps. Des demandes de lecture en classe, des invitations à des débats, des articles dans des blogs militants, des podcasts. Même une commande d'un centre de rééducation, pour offrir le livre aux jeunes paralysés après un accident. Jules restait calme. Il ne voulait pas se perdre dans le bruit. Il continuait à écrire. À sortir tempo. À réparer les roues qui grinçaient. Il n'oubliait pas d'où il venait, lui et son chien. Mais un matin, quelque chose a changé. Une femme les attendait à la sortie du parc. Elle était grande, cheveux courts, tailleur gris. Elle avait l'air de savoir ce qu'elle voulait. Jules s'est méfié tout de suite. Bonjour, je suis attaché de production pour une chaîne de télé. On aimerait vous proposer un reportage. Sur vous. Sur Tempo. Sur tout ça. Jules a senti une crispation dans son ventre. Elle continuait à parler, polie, souriante, mais il n'écoutait qu'à moitié. Il avait vu ce que les caméras faisaient. Elles adoucissaient, elles arrangeaient. Elles déformaient. On veut parler du courage, de l'espoir, de la reconstruction. Non, a-t-il dit. Elle a cligné des yeux, surprise. Pardon? Non. Je veux pas être le gentil handicapé qui fait pleurer dans les chaumières. Je veux pas qu'on coupe mes phrases, qu'on fasse de Tempo une mascotte larmoyante. Je veux pas d'un portrait propre. Parce que la vérité, elle est pas propre. Elle est rugueuse. Et ça, la télé, elle sait pas faire. Elle est restée là, un peu déstabilisée. Puis elle a souri, mais un peu moins sincèrement. Très bien. Si vous changez d'avis. Mais il ne changerait pas d'avis. Il en avait trop vu. Trop encaissé. Il ne voulait plus qu'on parle pour lui. Il avait trouvé sa propre voix, et elle lui suffisait. Le soir, il en a parlé à sa mère. Elle l'a écouté en silence, les bras croisés sur le canapé. Puis elle a dit, doucement. Tu sais, parfois j'ai peur que t'ailles trop loin. Que tu t'exposes trop. Que ça te blesse. M'exposer? J'ai été coincée 3 ans dans ma chambre. Invisible. Le seul truc qui m'a sorti de là, c'est Tempo. Et écrire. Alors si ça me blesse un peu, tant pis. Au moins, je sens quelque chose. Elle n'a pas répondu. Mais dans son regard, il a vu passer autre chose. Une forme de respect. Comme si, pour la première fois, elle ne voyait plus seulement son fils en fauteuil, mais un jeune homme entier. Entier, même cassé. Et ce soir-là, elle est allée dans sa chambre, a pris un exemplaire du livre, et l'a lu. De la première à la dernière page. Le lendemain matin, elle a caressé la tête de Tempo sans rien dire. Puis elle a embrassé Jules sur le front. Il n'a rien demandé. Mais ça lui a suffi. À l'école, ça avait aussi changé. Les profs, même ceux qui ne lui avaient jamais adressé plus de 2 phrases d'affilée, le regardaient différemment. Les élèves aussi.
Certains venaient lui parler, lui poser des questions, lui montrer leurs textes, leurs carnets. Et un jour, une fille de sa classe est venue lui dire à voix basse. « J'ai montré ton blog à mon petit frère. Il est autiste. Il comprend pas tout, mais il rit quand il voit Tempo. Il dit qu'il lui ressemble. » Et Jules a senti son cœur se serrer. Parce que c'était ça qu'il voulait. Pas faire le buzz. Pas devenir un phénomène. Juste toucher quelqu'un. Aider quelqu'un à ne plus se sentir seul. Mais la vie, elle, n'est jamais linéaire. Et la rechute est venue brutalement. Tempo a commencé à moins manger. À gémir la nuit. À refuser de bouger. Le veto n'a pas voulu l'alarmer. Infection. Fatigue. Peut-être une faiblesse liée à son handicap. On a fait des analyses. On a prescrit des antibiotiques. Mais Jules savait. Il voyait dans les yeux de Tempo cette petite flamme qui vacillait. Et il a eu peur. Pas pour lui. Mais de se retrouver seul, encore. Quand t'as passé des mois, des années à survivre à un vide, à un trou qui te ronge de l'intérieur, tu finis par croire que tu peux plus rien perdre. Mais c'est faux. Parce qu'un jour, tu t'autorises à aimer à nouveau. À croire. À sourire. Et c'est là que ça recommence à faire mal. Tempo, c'était pas juste un chien. C'était pas une mascotte, ni un projet, ni une distraction. C'était un morceau de Jules. Un prolongement de lui-même. Et là, il le voyait s'éteindre à petit feu. Le matin, Tempo ne se levait plus quand il entrait dans le garage. Il levait les yeux, c'est tout. Un regard fatigué, doux, résigné. Jules continuait à l'emmener au parc, mais les balades duraient moins longtemps. Tempo s'arrêtait souvent, haletait, refusait d'avancer. Alors Jules s'asseyait à côté. Il ne disait rien. Il posait sa main sur sa tête et il attendait. C'était devenu leur nouveau rythme. Le veto parlait de maladies neurologiques, de complications dues à l'infection, de souffrances. Il n'osait pas prononcer certains mots, mais Jules les entendait quand même. Euthanasie. Dignité. Fin de vie. Il a serré les dents. Il a hoché la tête. Mais dès qu'il est sorti, il a fondu en larmes, là, sur le trottoir, sans s'en cacher. Parce que Tempo, c'était pas un chien de plus dans un dossier médical. C'était sa colonne vertébrale. Le soir, il a écrit sur le blog. Un texte court, brut, comme une gifle. Je sens qu'il s'éloigne. Qu'il s'endort. Il a tenu bon pour moi, maintenant je dois tenir bon pour lui. Les messages ont afflué. Soutien. Témoignages. Photos d'animaux disparus. Une maman a raconté comment son fils avait demandé une minute de silence pour Tempo dans sa classe. Jules lisait tout. Il ne répondait pas toujours, mais il lisait. Et ça l'aidait. Un peu. Mais chez lui, c'était plus compliqué. Son père n'en parlait pas. Il passait dans le garage sans regarder. Sa mère essayait d'être présente, mais elle n'avait pas les mots. Alors Jules s'isolait de plus en plus. Il restait des heures avec Tempo, à lui raconter des souvenirs, des projets qu'il ne ferait peut-être jamais. Un soir, il lui a murmuré. « Si tu veux partir, vieux, je t'en empêcherai pas. Mais promets-moi un truc. Lâche que quand t'en peux plus. Pas pour moi. Pour toi. » Tempo a cligné des yeux, une fois. Et Jules a cru comprendre. Quelques jours plus tard, Tempo s'est effondré pendant une promenade. Une crise. Courte mais violente. Il a tremblé, puis il s'est figé. Jules a crié. Il a appelé sa mère. Elle est venue en courant. Ils l'ont porté, ensemble. Le chariot avait basculé, les roues tordues. Tempo ne bougeait plus. Le vétérinaire l'a gardé la nuit. Jules n'a pas dormi. Il a fixé le plafond, les mains jointes, priant sans prier. Juste espérant. Le matin, il est allé le voir. Tempo était allongé, perfusé, les yeux mi-clos. Mais il a levé la tête en le voyant. Et sa queue a battu 2 fois. Tu tiens toujours, enfoiré, a soufflé Jules, la gorge nouée.
Le veto a dit que ce n'était qu'un sursis. Quelques jours peut-être. Une semaine s'ils avaient de la chance. Il a parlé d'accompagner. De faire ça dans le calme. Dans la douceur. Et Jules a compris. Il ne pouvait pas se battre contre l'inévitable. Mais il pouvait offrir à Tempo la fin qu'il méritait. Pas sur une table d'hosto. Pas sous une lumière blanche. Mais dans la chaleur. Avec ceux qu'il aimait. Il l'a ramené à la maison. Il a réaménagé le salon. Mis des coussins, des plaids. Il restait là, près de lui, lisait à voix haute, chantait parfois, racontait leurs souvenirs. Samy venait souvent. Il dessinait Tempo endormi, ses pattes repliées, sa gueule détendue. Et un soir, alors que la lumière du crépuscule entrait par la fenêtre, Tempo s'est endormi pour la dernière fois. Pas un cri. Pas un sursaut. Juste une respiration qui s'éteint. Et Jules a pleuré. Longtemps. Silencieusement. Il lui a caressé la tête. Il a dit merci. Et il est resté là, le front contre son poil, jusqu'à ce que la nuit les recouvre tous les deux. Les jours qui ont suivi la mort de Tempo ont été flous. Comme s'il y avait un rideau entre Jules et le monde. Il faisait les choses mécaniquement, se lever, manger un peu, se laver. Il répondait aux messages sans trop les lire. Il souriait aux gens dans la rue, mais c'était creux. Il ne sentait plus rien. Ou plutôt, il sentait trop. Une marée de douleurs sourdes, étouffantes, collée à la peau. Le fauteuil roulait, oui. Mais lui, à l'intérieur, il avait l'impression d'être figé. Le garage était vide. Plus de chariots. Plus de gamelles. Plus de souffle dans la nuit. Et pourtant, parfois, en rentrant, il se surprenait à l'appeler. Comme si le corps allait plus vite que la raison. Le blog, lui, explosait. Le message annonçant la mort de Tempo avait été relayé partout. Des gens avaient déposé des fleurs devant chez eux. Une illustratrice avait dessiné un portrait de Tempo montant au ciel en fauteuil doré. D'autres parlaient de lui comme d'un héros. D'un symbole. D'un ange. Et ça, bizarrement, ça mettait Jules en colère. Parce que Tempo n'était pas une idée. Ce n'était pas une fable. C'était un chien. Un vrai. Avec des odeurs, des humeurs, des jours sans. Il n'avait pas demandé à devenir une légende. Il voulait juste exister. Alors Jules a écrit un texte. Long. Brut. Amer. Arrêtez d'en faire un miracle. Il n'en était pas un. Il était vivant. Et ça suffisait. Ce que je veux, c'est qu'on parle des vivants qui restent. Des cabossés qu'on regarde à peine. Des silences qui font crever plus que la douleur. Certains ont été choqués. D'autres ont applaudi. Et Jules s'en foutait. Il écrivait pour survivre. Pour ne pas hurler. Pour rester entier. C'est Samy qui l'a sorti de là. Un après-midi, il a débarqué chez lui avec un sac de sport et un carnet vierge. On a du boulot, mec. Quel boulot? On continue. On raconte la suite. Ce que ça fait de perdre. Ce qu'il t'a laissé. Ce que tu deviens sans lui. J'ai rien à dire. Tu mens. Jules a levé les yeux vers lui. Il l'a regardé longtemps. Puis il a soupiré. D'accord. Et ils se sont remis à bosser. Ensemble. Ils ont décidé d'un nouveau projet. Un recueil de lettres. Écrites à Tempo. Par Jules. Par Samy. Par des lecteurs du blog. Par des enfants. Des profs. Des mamans. Tous ceux qui avaient croisé sa route, même de loin. Des lettres pour dire adieu. Pour dire merci. Pour dire « je t'ai compris ». Et les lettres ont afflué. En masse. Des centaines. Par mail, par courrier, parfois même dessinées. Des mots simples. Profonds. Parfois drôles, parfois déchirants. Jules les lisait la nuit, seul dans sa chambre. Il pleurait souvent. Mais c'était différent. Ce n'était plus la douleur brute. C'était une tristesse habitée. Une forme de lien.
De tendresse collective. Un soir, sa mère a toqué à sa porte. « Je peux te lire la mienne ?» Jules a hoché la tête. Elle a ouvert une feuille pliée en 4. Sa voix tremblait un peu. « Cher Tempo. Je ne t'ai pas toujours compris. Je t'ai vu comme une complication, une charge, un truc en plus. Et j'avais tort. Parce que tu as ramené mon fils à la vie. Tu l'as obligé à parler. À aimer. À pleurer aussi. Mais surtout, à se battre. Merci de l'avoir accompagné là où je ne savais pas aller. » Jules a pleuré. Elle aussi. Et dans ce silence-là, il y avait tout. C'était étrange de recommencer à vivre sans lui. Pas à survivre, à vivre. À faire des choses sans penser à Tempo à chaque seconde. Culpabilisant au début, presque comme une trahison. Puis, petit à petit, c'était devenu une façon de l'honorer. Comme si, quelque part, il lui disait « Continue sans moi, mais emmène-moi avec toi quand même. » Le projet des lettres était devenu un livre. Plus qu'un livre, même, une compilation vivante, mouvante, où les voix de centaines de gens se répondaient autour d'un chien à roulettes qui avait changé leur regard. Ils avaient trouvé un éditeur engagé, une petite maison associative qui reversait les bénéfices à des refuges pour animaux handicapés. Jules avait insisté là-dessus. Il faut que ça serve. Sinon, ça n'a pas de sens. À l'intérieur, il y avait sa lettre à lui. Celle qu'il n'avait montrée à personne. Une lettre écrite une nuit, dans l'obscurité, à la lumière de l'écran de son ordi. Il l'avait relue 100 fois avant de l'envoyer à Samy. Tempo. Tu n'étais pas une roue de secours. Tu étais le moteur. T'as jamais parlé, mais t'as tout dit. Quand je me détestais, tu m'as regardé comme si j'étais le monde. T'as jamais fui mes silences. Tu les as remplis. Tu m'as appris à ne plus avoir honte de qui je suis. Je sais pas où t'es maintenant. J'espère qu'il y a des chariots solides et des arbres à renifler. Ici, je continue. Pas pour oublier. Pour te prolonger. Quand Samy l'avait lu, il n'avait rien dit. Il avait juste posé une main sur l'épaule de Jules. Et c'était suffisant. Quelques semaines plus tard, ils ont été invités à parler dans un centre pour ados hospitalisés en longue durée. Le genre d'endroit où le temps s'étire, où les murs sentent la fatigue, où les jours se ressemblent trop. Jules avait hésité. Il ne savait pas s'il était prêt. Il n'était pas coach, ni psy, ni modèle. Juste un mec en fauteuil qui avait aimé un chien cassé. Mais il y est allé. Ils l'ont installé dans une grande salle commune. Une quinzaine d'ados, certains en pyjama, d'autres en fauteuil, certains perfusés, d'autres silencieux. Tous un peu fermés. Jules a commencé doucement. Pas de discours. Juste une histoire. Tempo, son regard. La forêt. Le fauteuil. Les promenades. Le blog. Les messages. Et la fin. Il parlait avec les mains. Avec les silences. Il ne cherchait pas à convaincre. Il disait juste la vérité. Et à la fin, un garçon blond au fond de la salle a levé la main. « Ça te manque ?» Jules a souri. « Tous les jours. Mais maintenant, quand il me manque, j'écris. » Et bizarrement, il revient un peu. Un autre a demandé. « T'as pas envie d'en reprendre un autre ?» Il a réfléchi. « Si. Mais je crois pas que ça marcherait comme avant. Parce qu'aucun ne sera Tempo. Et que je veux pas le remplacer. Je veux inventer autre chose. » Une fille au crâne rasé a dit. « Moi j'ai une tortue. Elle me regarde comme si elle savait tout. C'est pareil que ton chien, non ?» Et là, tout le monde a ri. À la fin, ils sont venus le voir. Certains ont demandé des photos de Tempo. D'autres lui ont donné leurs propres lettres, pour les ajouter au projet. Et un infirmier est venu le remercier. Il parle rarement. Là, il parle. Sur le chemin du retour, dans le train, Jules a regardé les paysages défiler. Il se sentait vidé, mais vivant. Il n'avait pas ressenti ça depuis longtemps. L'utilité. La trace qu'on laisse, même petite. Il avait compris un truc ce jour-là,
l'amour, même quand il s'arrête, il continue de faire son travail. En rentrant, il est passé par le garage. Il y avait toujours les affaires de Tempo. Il n'avait pas eu la force de tout ranger. Il s'est assis au milieu. Il a touché le vieux chariot. Il l'a redressé. Il a réparé une roue. Sans savoir pourquoi. Peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre en aurait besoin. Peut-être qu'il n'avait pas fini d'aimer. Le chariot réparé est resté là, adossé contre le mur du garage, comme une promesse. Jules ne savait pas exactement à quoi, ni à qui. Mais il le gardait propre, graissé, prêt. Pas par nostalgie. Parfois. La foi discrète de ceux qui ont appris à attendre sans cesser d'espérer. Il continuait à écrire. Pas tous les jours, mais régulièrement. Des petits billets, des pensées, des souvenirs. Des choses de rien. Une odeur dans la rue qui lui rappelait Tempo. Une scène au parc. Un môme qui lui avait souri sans gêne. Il écrivait aussi pour les autres. Des préfaces. Des témoignages. Des lettres ouvertes. Un jour, une éducatrice spécialisée l'a contacté. Elle travaillait dans un refuge pour animaux blessés, souvent abandonnés parce que, trop compliqué. Elle avait lu le blog, puis le livre. Elle voulait organiser une rencontre. Pas avec lui seul, non. Avec d'autres jeunes comme lui. Et leurs bêtes cabossées. On pense faire une journée d'accueil, un atelier d'écriture autour des animaux hors normes. Vous voulez venir ? Jules a dit oui, sans réfléchir. Il a senti que c'était le bon moment. Que c'était peut-être pour ça qu'il avait gardé le chariot. Le jour de l'événement, il est arrivé tôt. Le refuge était à 30 km de chez lui, un ancien corps de ferme reconverti. Ça sentait la paille, le shampoing pour chien, le vieux bois mouillé. L'accueil était chaleureux, direct. On ne le regardait pas comme le gars du blog, ni le gars en fauteuil. Juste comme un type qui aimait les bêtes. On l'a emmené voir les chiens. Il y avait de tout. Des vieux, des aveugles, des unijambistes, des stressés chroniques, des craintifs en retrait. Il s'est arrêté devant une cage. Au fond, roulé en boule, un chien à la fourrure noire, avec une patte arrière manquante. Lui, c'est Mikado, a dit l'éducatrice. Traumatisé. On l'a trouvé attaché à une clôture. Il mordait au début. Maintenant, il ne mord plus. Il ne s'approche plus, non plus. Jules s'est baissé. Il a tendu une main. Il n'a pas appelé. Il a juste attendu. Rien. Le chien n'a même pas levé la tête. Faut du temps, a soufflé la femme. Beaucoup de temps. Et Jules a souri. J'en ai. Et du silence, aussi. C'est précieux. Ils ont fait l'atelier sous une tonnelle. Une dizaine de jeunes, certains en béquilles, d'autres en fauteuil, d'autres simplement différents dans leur tête ou leur corps. Tous avaient un chien auprès d'eux. Des chiens qu'on ne verrait jamais dans les pubs à la télé. Des chiens trop, pas assez, inadaptés. Mais ce jour-là, il y avait une paix rare. Une attention douce. Un silence habité. Ils ont écrit. Des mots simples, maladroits parfois, bouleversants souvent. Un garçon autiste a dessiné un labrador avec des ailes. Une fille amputée a raconté son rêve d'avoir une meute de chiens à roulettes. Un ado très grand, très maigre, a simplement écrit. Mon chien boite, moi aussi. On s'attend. Et Jules, en les écoutant lire leurs textes, s'est senti à sa place. Pas sur un piédestal. Pas en mission. Juste là où il devait être. Avant de partir, il est repassé devant la cage de Mikado. Le chien avait relevé la tête cette fois. Il l'a regardé. Pas longtemps. Mais assez pour que Jules ressente ce petit truc au fond du ventre. Ce clic invisible. Il est reparti avec le regard dans la peau. Le lendemain, il est revenu. Puis le surlendemain. Une semaine après, Mikado s'est laissé approcher. Il ne grognait plus. Il ne tremblait plus. Il restait là, juste là, à côté, comme s'il se rappelait ce que c'était, la présence. 2 semaines plus tard, Jules l'a pris dans ses bras.
Enfin, il a essayé. Mikado pesait son poids. Il a fallu ruser, rassurer. Mais il l'a fait. Le chien n'a pas bronché. Il s'est levé contre lui, le museau enfoncé dans son cou. Et Jules a pleuré. Pas comme pour Tempo. Pas de douleur. Pas de manque. Une autre forme de larme. Comme quand on ouvre une fenêtre longtemps fermée. L'adoption s'est faite 3 semaines après. Il n'en avait pas parlé à ses parents. Il avait simplement refait la couchette dans le garage. Remis le bol, le plaid, les gamelles. Et surtout, le chariot. Parce que Mikado, lui aussi, avait besoin de roues. Quand sa mère l'a vu arriver avec le chien, elle n'a rien dit. Elle l'a regardé, puis elle a dit. C'est pas Tempo. Non. C'est Mikado. Et elle a hoché la tête. Bienvenue, Mikado. Ce soir-là, dans le salon, Mikado roulait en boule à ses pieds, Jules a ouvert son carnet. Il a écrit un mot. Ce n'est pas une suite. C'est une autre histoire. Mais c'est toujours une histoire d'amour. Quand Mikado a fait ses premiers mètres avec le chariot de Tempo, c'était comme si une boucle se fermait ou peut-être qu'une autre s'ouvrait. Il avançait lentement, maladroitement, la tête basse, mais il avançait. Et Jules, derrière lui, le guidait du bout des doigts. Comme il l'avait fait pour lui-même, des années plus tôt. C'était pas magique. Rien ne l'était. Mikado restait un chien méfiant, parfois distant. Il n'avait pas les mimiques de Tempo, pas cette loyauté collée à la peau. Il était sauvage, un peu cabossé dans sa tête aussi. Mais il faisait des efforts. Et Jules aussi. Petit à petit, ils ont appris à se lire. Mikado s'approchait de plus en plus, dormait plus près du fauteuil, aboyait quand Jules faisait une sieste trop longue. Il ne remplissait pas un vide. Il en ouvrait un autre. Un vide utile. Un espace pour faire mieux, autrement. Le blog a repris. Avec un nouveau titre. À roulette, toujours. Jules y parlait de la suite. Pas seulement de Mikado, mais de tout ce qui découlait de cette vie un peu parallèle. Les lettres. Les écoles. Les gamins qui l'invitaient pour leurs exposés. Les ados en rupture qui lui écrivaient à 2 heures du matin pour lui dire « Toi, je te crois ». Il ne s'était jamais vu comme un modèle. Il se considérait toujours comme un type en galère, qui faisait ce qu'il pouvait. Mais visiblement, c'était ça que les gens voulaient. Pas des héros. Des gens vrais. Samy et lui avaient lancé une petite asso. Il l'avait appelé les boîtes de Tempo. Le concept était simple, il récupérait de vieux chariots, fauteuils, matériel de rééducation, et les réparait. Puis il les offrait à ceux qui n'avaient rien. Des chiens, des chats, mais aussi des familles. Parfois même des fauteuils pour enfants que l'assurance refusait de remplacer. La première boîte est partie dans un refuge à Marseille. La deuxième à une famille à Nantes. La troisième à un centre d'accueil en Belgique. Il ne faisait pas ça pour être admiré. Il le faisait parce que c'était nécessaire. Et parce que Tempo leur avait appris ça, on peut être cassé et utile. Un jour, alors qu'il marchait ou plutôt roulait dans la rue avec Mikado, un petit garçon s'est arrêté devant lui. « C'est quoi, ça ?» Jules s'est penché. « Ça ? C'est un chariot. » Pour Mikado. « Il est cassé ? » « Ouais. Mais il se débrouille. » Le petit a réfléchi. Puis il a dit. « Moi aussi je veux un chariot si je casse mes jambes. Comme ça, j'aurai un chien comme lui. » Et Jules a ri. Un vrai rire. Un de ceux qu'on ne fait pas exprès. « J'espère que tu n'auras jamais besoin de roues. Mais si ça arrive, tu verras, on s'en sort très bien. » Le petit a haussé les épaules. On dirait qu'il est content, lui. Il l'est. Il est libre. À sa manière. Ce soir-là, Jules a écrit le dernier billet du blog. Ce n'est pas une fin. C'est un autre début. Ce qu'on vit, ce qu'on pleure, ce qu'on perd, ça nous traverse, mais ça nous construit. Tempo est mort. Mais il m'a appris à marcher autrement. Et maintenant, j'aide d'autres à faire pareil. Il a éteint l'ordi. Il a regardé Mikado,
Endormi sur le tapis, une roue un peu de travers. Il a fermé les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il a rêvé d'avenir. Pas un avenir parfait. Un avenir vrai.